La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda est prévue ce vendredi ici à Washington à 13h30 local. Il sera de Kinshasa. C'est un programme très léger en présence du secrétaire d'État américain Marco Rubio, Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et son homologue du Rwanda vont signer cet accord qui est censé mettre un terme à la guerre et à obtenir le retrait inconditionnel des groupes armés. Ce texte, comme vous le savez, repose sur 4 piliers, à savoir le retrait des troupes rwandaises de la RDC, un cessez-le-feu global, l'engagement de ne plus soutenir des groupes armés, de plus des dispositions sur les désengagements et le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques sont également envisagés. Selon plusieurs analystes rencontrés ici à Washington ainsi que des diplomates, il s'agit d'un texte très équilibré. La signature va marquer la fin de cette guerre essentiellement économique qui a duré plus de 30 ans en République démocratique du Congo. Une rencontre bilatérale est prévue à l'issue de cette signature entre la chef de la diplomatie congolaise et son homologue américain. Et dans la foulée de cet événement, Madame Kayikwamba a prévu d'animer une conférence de presse ici à Washington pour expliquer les tenants et les aboutissants de cet important accord. En ce qui concerne les textes lui-même, il s'y est signalé qu'il est le même que celui qui a été paraphé il y a une semaine ici même à Washington. Les deux ministres des Affaires étrangères sont déjà sur place dans la capitale américaine. Madame Thérèse Kayikwamba est accompagnée d'une forte délégation de la présidence de la République, ceux-là qui ont travaillé avec efficacité et discrétion sur cet important dossier. C'est donc un autre succès diplomatique important pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais c'est aussi le début d'un partenariat privilégié entre la République démocratique du Congo et la première puissance mondiale. Jason Stearns, bonjour. Bonjour. Quelles sont les grandes lignes de l'accord qui doit être signé ce vendredi ? On ne connaît pas le contenu exactement, mais ce que nous pensons, c'est que ça sera un accord, comme beaucoup d'autres accords dans les 2 décennies passées entre le Rwanda et la RDC, qui sera basé sur le principe que le Rwanda se retire et que le Congo mène des opérations contre les FDLR, ce groupe rebelle rwandais. Donc, c'est le point, je pense, le plus important de l'accord. Parmi les points les plus controversés pendant les négociations, je pense, c'était le fait que cela soit mené simultanément. C'est-à-dire que le Rwanda retire ses troupes et d'une façon simultanée, la RDC commence ses opérations contre l'FDLR. Le problème avec cela, c'est que, comme c'est simultané, les 2 côtés peuvent dire que l'autre n'a pas tenu ses promesses et que le Rwanda puisse dire que l'armée congolaise n'a pas assez fait contre l'FDLR. Cela est d'autant plus vrai que les FDLR se trouvent, une grande partie au moins des FDLR se trouvent sur le territoire contrôlé par l'M23 et l'armée rwandaise actuellement. Donc, c'est parmi les grands défis, je pense. Et il y a des autres aspects de l'accord aussi. Le fait que le Rwanda devrait pousser l'M23 à se retirer des grandes villes, donc Goma et Bukavu surtout, et que le Congo devrait permettre à l'M23 de se convertir en parti politique et de participer dans la démocratie congolaise, et en même temps laisser les combattants M23 soit rejoindre un processus de démobilisation ou, au cas par cas, rejoindre l'armée nationale. Et à court terme, est-ce qu'il y a un mécanisme qui va s'assurer que l'armée rwandaise et les rebelles du FDLR vont bien quitter le terrain du Nord et du Sud Kivu ? Il y a un mécanisme conjoint de vérification qui sera mis en place par les 2 pays avec une participation des États-Unis. Il faut dire que le calendrier pour la mise en œuvre de cet accord est ambitieux. Ça va se traiter dans les prochains 3 mois. Et donc, pendant ces 3 mois, il y aurait une participation des États-Unis et je pense aussi les pays de la sous-région qui pourraient justement veiller à ce que les 2 côtés sont en train de mettre en œuvre les accords. Et si les États-Unis rentrent dans ce mécanisme conjoint, est-ce à dire que les satellites d'observation américains vont aider à vérifier tout ça ? Je pense. Donc, c'est depuis 2023 que les États-Unis se sont vraiment engagés et je pense que ça va continuer pour la collecte des informations. Qu'est-ce qui garantit que l'armée rwandaise et les FDLR vont se retirer du champ de bataille ? Il
n'y a pas de garantie comme telle. Donc, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui motive le Rwanda et la RDC à signer cet accord aujourd'hui? Donc, je pense qu'il y a des bâtons et il y a des carottes. Les carottes sont surtout d'un ordre économique. Donc, les États-Unis, ils ont promis toute une série d'investissements dans la région. Côté minerai, il y a des compagnies privées américaines qui seraient prêtes à investir dans des mines à l'est de la RDC, mais le traitement et l'exportation des minerais se ferait à partir du Rwanda. Donc, comme ça, les deux côtés seraient encouragés d'investir dans la paix et pas dans l'instabilité. Alors, l'un des problèmes, Jason Stearns, c'est que les rebelles du M23 ne sont pas conviés à la signature de l'accord de ce vendredi à Washington. Est-ce que ce n'est pas préoccupant? C'est préoccupant dans le sens que le Rwanda pourra toujours dire que, voilà, ils ont tenu leur côté de l'accord. Si les M23 ne mettent pas l'accord en œuvre, c'est pas leur problème, comme ils ne contrôlent pas les M23. Nous savons que le Rwanda a une forte implication dans la gestion de l'M23, si on peut le dire ainsi, mais il pourrait toujours nier cela. Alors en effet, le gouvernement congolais espère que si l'armée rwandaise se retire du terrain, le M23 va s'effondrer, mais est-ce que c'est si simple que cela? Ce n'est pas si simple dans le sens que dans les mois passés, l'M23, surtout depuis la prise de Goma, a mené des opérations très sérieuses pour recruter des milliers de nouveaux recrues, pour amener toute l'élite locale dans des camps de formation, pour mettre en place une administration parallèle sur le terrain avec des services de taxation, des services d'administration, pour peser sur les chefs coutumiers de se réorienter vers l'M23, etc., etc. Donc, il sera difficile de démanteler tout cela. Et donc, je pense qu'il est important pas seulement que l'accord soit signé, mais que dans la mise en œuvre de cet accord, il y ait un suivi pas seulement des États-Unis, mais de tous les autres acteurs impliqués de la sous-région, des Nations Unies, de l'Union africaine, pour veiller à ce que l'M23 aussi rejoigne le processus de paix. Avec Joseph Kabila et Corneille Nangaa. Leur sort n'a pas été évoqué par cet accord. Selon des documents consultés par RFI et des sources proches de la médiation, le texte d'accord prévoit une cessation des hostilités entre les deux pays, plus d'agression directe ou indirecte. Les différends devront désormais être réglés par la voie pacifique. L'accord s'attaque aussi à la question des groupes armés. Les deux parties s'engagent à ne plus soutenir ni les FDLR ni la FCM23. La mise en œuvre de ces engagements s'appuie sur un concept d'opération adopté à Luanda en 2024. Il est complété et enrichi. Ce texte prévoit notamment localisation, identification et neutralisation des FDLR avec des options claires, rapatriement ou opération conjointe. Pour la FCM23, c'est différent. Ce groupe est déjà engagé dans un dialogue politique avec Kinshasa, une discussion parallèle qui se tient à Doha au Qatar. Ce processus devra compléter les décisions attendues à Washington. Et pour s'assurer que tout cela fonctionne, un mécanisme conjoint de suivi sera mis en place. Il réunira des représentants des deux pays ainsi que de membres de la médiation pour surveiller chaque engagement, chaque étape. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples vient de se déclarer compétente pour connaître de la requête de la République démocratique du Congo contre le Rwanda et en même temps, elle déclare recevable la dite requête. Contrairement à l'armada des exceptions que le Rwanda avait soulevées, demandant à la Cour de se déclarer incompétente et la requête irrecevable. Cette décision marque un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo. Dans les jours qui viennent, c'est-à-dire à partir de maintenant, le Rwanda de Paul Kagame a 90 jours pour